Hello, on se retrouve pour le sixième épisode des Explorateurs. Nous, c'est Stéphane et Thomas, deux coachs passionnés par l'humain et le développement personnel. Et justement, pour cet épisode un peu spécial, on va vous parler du film Gourou. On va plus particulièrement vous donner nos avis, ce qu'on a trouvé intéressant dans le film, ce qu'on a trouvé moins juste, et ce que ça dit finalement du coaching et ce qui n'est aussi pas dit. Et on va avoir aussi un avis opposé sur des éléments clés qui sont évoqués dans le film. Donc je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode et je vous souhaite un très bon visionnage et une belle écoute. Salut Thomas. Salut Stéphane. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. On va vous parler du film Gourou, qui est sorti avec Pierre Ninet le 28 janvier, il me semble, 27 ou 28 janvier. Et on va vous en faire pas forcément la critique, mais on va vous donner notre avis par rapport à ce film. Euh, on a décomposé l'épisode de différentes manières. On va d'abord vous donner la définition du mot gourou, ce que veut dire ce mot gourou à l'origine et comment il a été détourné dans notre société. Et ensuite, on va aborder différentes parties, la partie de coaching, enfin purement coaching et scène comme on peut le voir dans le film, la partie plutôt business, la partie responsabilité du coach, la partie client aussi, et enfin l'aspect certification qui est également abordé dans le film. Ouais, complètement, normalement, il ne devrait pas y avoir de spoiler. Donc même si vous ne l'avez pas vu, on va essayer au maximum en tout cas de ne pas spoiler le film. Et effectivement, ouais, je te rejoins, l'idée c'est pas simplement de faire de la critique, c'est d'aller plus loin sur nos perceptions, à la fois de coach, d'accompagnant et du sujet d'actualité qui est partagé par ce film avec l'influence, on va dire l'emprise. Donc un sujet qui s'annonce, enfin un épisode de podcast qui s'annonce assez riche. Assez riche, effectivement, beaucoup de... En plus, ce qui est bien, c'est que on a entendu vos feedbacks et vous trouvez qu'avec Thomas, on est trop d'accord. Et c'est bien, on a enfin trouvé un sujet où dans le podcast, il y a des moments où on ne sera pas d'accord. Donc ça va apporter du débat et on adore ça en fait avec Thomas débattre. Donc ça va être génial. Donc avant de démarrer, comme je vous disais, je vais vous donner... Enfin, on a décidé ça ensemble, on va vous donner la définition du mot gourou, de ce que ça veut dire. Donc je la connais pas par cœur. Donc pour ceux qui regarderont sur YouTube, vous verrez que je lis mon écran, c'est normal. C'est parce que je l'ai écrit pour être sûr de bien prononcer les bons termes par rapport aux recherches qu'on a fait. Donc, à la base, gourou, ça vient du sanskrit guru, G-U-R-U, que l'on traduit par maître ou précepteur. Selon une lecture traditionnelle, le mot se décompose en gu, l'obscuri qui veut dire obscurité ou ignorance, et ru qui veut dire la lumière qui dissipe. Le guru est donc littéralement celui qui conduit de l'ombre vers la lumière, de l'ignorance vers le savoir. Ensuite, il y a eu un passage en Occident qui a profondément modifié l'image du mot. À partir des années 1960, l'attrait pour les spiritualités venues d'Asie a fait connaître le terme. Mais les scandales et les affaires judiciaires qui ont suivi ont terni cette figure. Dans les médias, ce mot est venu désigner non plus un guide, mais un chef charismatique soupçonné de manipulation. Un peu ce qu'on voit dans le film justement de Pierre Ninet. Dès lors, une distinction s'impose entre le guide spirituel authentique et le faux gourou. Pourtant, il y a une différence nette entre l'origine du mot et ce qu'on en fait en Occident. Le guide spirituel transmet avec humilité, il encourage l'esprit critique et cherche à rendre ses élèves autonomes. Il ne bâtit pas de culte autour de sa personne et n'impose pas de soumission. Le faux gourou, au contraire, crée la dépendance, il entretient un culte de la personnalité, exerce des pressions financières, isole ses adeptes et use parfois de techniques de manipulation. Et donc dans les techniques de manipulation, ça peut être aussi bien dans la gestuelle que de la manipulation par les mots, par les émotions. Le mot gourou porte en lui deux visages. Dans son sens premier, il désigne un maître respecté, dépositaire d'une tradition et d'un enseignement. Dans l'usage courant, surtout en Occident, donc dans notre culture européenne et parfois aussi américaine, il renvoie souvent à une figure d'abus et de manipulation. Donc face à cette ambivalence entre les deux, il y a une vigilance qui est vraiment indispensable. C'est apprendre à reconnaître les signes d'un faux maître, distinguer l'enseignement authentique des mécanismes d'emprise et surtout, l'aspect le plus important qu'on a décelé avec Thomas, c'est vraiment cultiver son discernement personnel, être capable d'avoir son libre arbitre et de poser aussi ses limites. Bah, écoute, merci pour cette belle définition et très complète. C'est vrai que c'est intéressant de voir l'origine du mot, je trouve,
qui est en fait très paradoxal, parce qu'il y a une partie obscurité, une partie lumière. Donc en fait, il y a du bon et du moins bon. C'est un peu mon interprétation. Alors c'est marrant parce que c'est vrai que euh, pour vous partager le mot gourou, je l'ai entendu. Je suis parti il y a quelques mois, donc c'était avant même l'annonce du film Gourou. Mhm. Je suis parti au Maroc. Et là-bas, notamment le hammam est très, enfin voilà, c'est quelque chose de spécifique au Maroc. Notamment, il y a un côté très santé pour eux. C'est vraiment pas simplement comme chez nous l'aspect détente, etc. Et je me suis dit, bah, tiens, autant tester l'expérience. J'étais jamais allé au Maroc et je suis tombé donc du coup sur un gars, parce que là-bas c'est partagé, hein, les femmes avec les femmes et les hommes avec les hommes. Et c'est marrant parce qu'il m'a demandé mon métier. Et quand j'expliquais le coach, etc., ce que je faisais, il m'a dit, mais en fait c'est un peu gros. Et j'avais jamais vraiment pris en compte ce terme. Et c'est marrant parce que quand il m'a dit ça, ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, bah non, je suis pas un gourou. Alors je lui explique le côté questionnement, introspection, pas de conseils, autonomie du client, responsabilisation. Et donc, quand il a compris ça, le Marocain m'a dit, ouais, oui, c'est vrai que ah oui, ok, c'est différent, mais il me dit, ouais, parce qu'en fait, tu rentres dans la tête des gens, donc en fait, tu peux faire un peu ce que tu veux. Et alors, c'est marrant parce que on le voit pas forcément dans les écoles de coaching, on parle vraiment de cette attention à ne pas, enfin, être dans l'autonomie, à être un sauveur. Mais tu vois, le terme gourou, je l'ai entendu la première fois vraiment lié à mon métier, et je me suis dit, ben en fait, ouais, c'est pour on va dire, une autre culture. Surtout que j'étais dans un endroit au Maroc qui est un peu plus reculé, donc je pense que le coaching, ça parle pas vraiment. Il y avait un côté, j'imagine, ils pensaient peut-être un peu plus spirituel, tu vois, il y a un mélange de ça. C'est vrai que du coup, pour eux, enfin, en tout cas pour lui, c'était vraiment ce côté, oula, tu peux un peu manipuler les gens, genre, tu es un sachant, tu es un bien penseur, quoi. Mhm. Euh, et c'est vrai que c'est intéressant de se dire finalement, nous, en tout cas en tant que coach, c'est très clair, mais que suivant finalement la localisation, la culture, le mot peut être dans le bon sens du terme comme dans le mauvais sens du terme. Ouais, tout à fait. C'est très intéressant l'exemple que tu partages de ce Marocain finalement qui connaissait pas ce qu'était le métier de coach et que quand tu l'as expliqué, il Mm. en a eu une vision différente. Euh, et je rebondis sur un point. C'est vrai que en- dans les métiers de l'accompagnement de manière générale, que ce soit de l'hypnothérapeute, la sophrologie, le coaching, la psychologie, euh, finalement, dans tous ces métiers-là, comme disait le Marocain que tu as rencontré, à partir du moment où on rentre dans la tête d'un client, si on veut l'influencer par des mots, c'est quelque chose qu'on peut faire finalement. L'influence par les mots, par les émotions, et ces techniques d'influence, mine de rien, sont encore utilisées aujourd'hui. Quand on voit certaines publicités, certains discours peut-être politiques à certaines périodes et, plutôt récentes en plus, il y a 5 6 ans, euh, les techniques comment dire, jouer sur les émotions pour rentrer dans la tête des personnes et faire penser qu'un discours est la pure vérité et enlever justement cette part de discernement, ce sont possiblement des techniques de manipulation en tout cas. Oui, oui, complètement. Et c'est vrai que le marketing, alors voilà, le marketing n'est pas l'ennemi de tout, hein. Mais effectivement, moi, je l'ai vu dans les études que j'ai pu faire. C'était par exemple faire des tests de voir quel packaging attire l'œil, quand il est passé à quel endroit, avec quels mots, l'intention et la vente. Mais c'est un peu de la manipulation, parce que Mm. finalement, c'est ça qui est intéressant. Souvent, les publicitaires agissent sur ce qu'on appelle des biais cognitifs, donc des raccourcis du cerveau pour nous faciliter les décisions, les prises d'achat. Enfin, par exemple, d'acheter quelque chose. Et effectivement, quelqu'un qui va l'utiliser d'une certaine manière bah, va manipuler un petit peu notre cerveau pour agir sur quelque chose, peut-être qu'à équivalence même, on n'aurait pas fait. Donc en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que elle y est partout en fait. Et là, on parle du marketing, mais je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être, je crois que la politique, à mon avis, ça doit être beaucoup ça. Ça peut être aussi enfin, les influenceurs, parce que là on parle de coach, mais c'est vrai que les influenceurs, on le voit, hein, l'emprise qu'il peut y avoir sur des produits qui étaient des fois pas sains, où les gens ont des soucis de santé parce qu'ils venaient d'endroits, enfin, le problème pour moi n'étant pas que ça vienne de Chine, mais ça venait dans des endroits des usines qui n'étaient pas terribles, que ce soit de Chine ou ailleurs, hein, voilà. Donc c'est vrai que les mécanismes, finalement, ils sont là. Et comme tu le disais, à quel moment moi, j'y mets mon discernement personnel, quoi.
Tout à fait. Et ce que tu dis sur les techniques de marketing, nous, en tant que coach, on utilise aussi ces biais-là pour vivre de nos activités, mine de rien. Appuyer sur, comme on dit de manière plutôt vulgaire, mais il faut venir appuyer sur la douleur de la personne pour qu'elle puisse prendre conscience qu'elle a besoin d'un accompagnement. Mine de rien, on utilise tous plus ou moins des techniques d'influence et de manipulation. Oui, 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 bah ça se fait très naturellement et on l'a déjà fait certainement avec nos parents. Ah, Euh, alors, pas tout petit, mais quand on est enfant, que on veut un jouet, non, c'est pas cette fois-ci, etc. Et qu'on va essayer de faire pleurer ou d'être pas content, ou de bouder, c'est de la manipulation. Donc oui, oui, c'est des choses qu'on fait et des fois même inconsciemment. Et effectivement, dans le métier de coach, on est curieux, on ouvre les possibilités. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas une manipulation, entre guillemets, le mot est fort, parce qu'effectivement, on amène le client dans sa direction, mais c'est nous qui posons les questions, voilà, il y a une intention qu'on a quand on pose les questions. Donc c'est intéressant, effectivement, de se dire que oui, c'est vraiment enfin, c'est important de garder son discernement, ce qui n'est pas forcément évident. Après, on va en venir sur un peu les aspects thérapeutiques ou pas, mais voilà, dans le coaching, il y a pas cet aspect pour moi en tout cas thérapeutique. Donc c'est quand même différent, mais oui, c'est vrai que des personnes qui sont en très grande fragilité, comme on peut le voir dans le film d'ailleurs, ben, si finalement, euh, une fois qu'elles sont embarquées, c'est qu'est-ce qui se passe après, quoi. C'est, voilà, on peut pas, enfin, il peut pas y avoir des choses qui soient faites, et derrière on laisse du coup libre cours aux personnes, ça peut être dangereux à ce moment-là. mm, tout à fait. Je te rejoins. C'est ce qui est bien, c'est que tu fais la transition parfaite. On va pouvoir parler justement du la partie coach que qu'on a Mm. pu voir dans ce film et ce qu'on en a pensé. Euh, Moi, j'aimerais revenir sur la performance de Pierre Ninet. Je l'ai trouvé très très bon dans ce film, sans spoiler un peu. Enfin, on va essayer de pas spoiler, mais il y a peut-être des moments où on sera obligé de le faire. On s'en excuse. Mais en tout cas, Pierre Ninet est un très très bon acteur. Je trouve il a joué le rôle vraiment d'une manière très juste en tout cas. Euh, Après, sur la partie coach, moi, dans ma vision, je l'ai trouvé assez caricatural parce que c'est pas comme ça que j'imagine le coaching. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision du coaching. Il y a des coachs qui peuvent utiliser les biais qu'on voit dans ce film, les biais émotionnels, pour haranguer un peu la foule, en tout cas la foule, les spectateurs. Mais c'est vrai que moi, c'est pas ma vision de l'accompagnement. On est plus dans le questionnement, de redonner le pouvoir à la personne qu'on accompagne, qu'elle puisse décider d'elle-même finalement ce qu'elle veut faire ou non. Et là, c'est vrai que dans le film, on voit pas cet aspect-là. Euh, Ensuite, il y a l'aspect émotionnel qu'on voit sur scène. Euh, J'entends que ça puisse faire manipulation. Moi, pour avoir vécu ce genre de séminaire sur 3 jours avec 1000 personnes dans la salle, en tout cas la personne avec le coach en tout cas avec qui je l'avais fait, moi j'ai pas ressenti cet aspect-là. C'est-à-dire la personne qui prend la parole et on lui dit quoi faire. Moi c'était vraiment les personnes qui intervenaient étaient vraiment volontaires pour intervenir, pour partager. Effectivement, le coach les a questionnés sur la manière dont elles pouvaient voir leurs problèmes différemment. Mais j'ai pas ressenti vraiment cette influence émotionnelle comme on peut voir dans le film, pour le coup. Donc j'entends que pour certaines personnes ça puisse déranger. Moi, ça m'a pas dérangé tant que ça pour l'avoir vécu de l'intérieur en fait. J'ai vraiment pas eu ce ressenti-là. Ouais, c'est intéressant ce que tu partages. Alors moi, j'ai pas vécu ce type de séminaire. Mais effectivement, c'est vrai que sur la partie coach, c'est caricatural. À mon sens, ça montre ce qui est intéressant. Alors, c'est vrai que je me suis dit, bon, finalement, les gens vont sortir en se disant, bah oui, le coach, c'est quelqu'un comme ça. Enfin, il peut y avoir des amalgames. Bon, ça, de toute façon, il y en aura. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça montre à la fois la puissance du coaching, parce que, notamment sur le début du film, il y a du questionnement. Et le questionnement est très proche de ce qu'on pose au quotidien, hein. Très sincèrement, quand il a commencé le film avec les questions, je me suis dit, mais c'est ce qu'on fait en fait. Enfin, parce qu'il parle des valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce que Mm. tu aurais envie, machin, comment tu définis 3 mots pour te. Et donc ça, c'est clair, c'est du coaching. Après, là où ça bascule, c'est que pour moi, il y a tous les red flags qui fait que c'est pas du coaching comme on l'entend. C'est-à-dire que déjà, comme tu dis, il y a une personne qui va capter par sa posture. Plusieurs fois, il va la pousser dans ses retranchements sans son consentement.
avec l'aide de la foule. C'est là où effectivement il y a des mécanismes d'emprise, comme il peut y avoir limite dans, je vais aller assez loin, mais même dans des sectes ou des choses comme ça, où l'idée c'est vraiment de se dire, voilà, on se met tous ensemble, etc. Il y a un côté, mais lié à une vulnérabilité pardon, profonde, exploitée à fond devant un public et scénarisé, parce qu'on voit dans le film effectivement qu'il y a de la musique, il y a du son, enfin c'est un show, hein, comme tu le disais. Mais ouais, à mon sens, c'est vraiment ce côté où on voit bien que, en fait, du moment que c'est le coach qui choisit tout et qui malgré le ressenti de la personne qui, dans le film, lui dit ouais, je suis pas très fan, je vais pas le dire devant tout le monde, et il le pousse quand même dans ses retranchements. Pour moi, voilà, c'est tous les red flags. Ça, c'est pas un coach. Pour moi, c'est quelqu'un qui se dit coach, mais c'est pas la démarche d'un coach comme on Mm. entend. Je veux dire, on a effectivement, c'est le principe de départ, et je pense que tu me rejoins sur ça, de, voilà, c'est juste ce que tu dis ou ce que tu ne dis pas. Bien sûr, on peut challenger des personnes parce qu'il y a des mécanismes qui sont des fois auto-saboteurs et dont les gens ne se rendent pas compte, mais quelqu'un qui est dans une émotion sur quelque chose et qui ne veut pas y aller, surtout que là, il n'y avait pas d'accord. Voilà, ce n'est pas dans un environnement, comme tu disais, one-to-one, bienveillant, on se connaît. Voilà, et d'ailleurs, dans le film que vous découvrirez, il sort quelque chose d'assez lourd. Bah, c'est vrai que tu dis, ah ouais, ça peut être violent. Finalement, le mec, je le pousse dans ses retranchements. Et puis après, bah, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Parce qu'il repart chez lui, je suis pas avec lui. Donc c'est vrai que sur la partie coach, il y a vraiment un aspect qu'on voit dans le film d'ailleurs, intention qui peut être bonne de se dire, ouais, mais voilà, la société, elle laisse ces gens-là dans la merde. Ils sont... Enfin, et oui, c'est vrai qu'on fait aussi ce métier pour impacter des gens à travers la transmission, à travers, voilà, tout ce qu'on peut partager. Mais à la base, c'est vraiment une question d'éthique, de se dire, bah, est-ce que moi je suis OK? C'est quoi mes intentions quand je fais ça en fait? Si c'est de faire le show, de gagner du pognon, bah oui, tu vas dans des choses qui sont non consenties. Quand nous on est sur du one-to-one, je veux dire, c'est hors de question et ça ne fonctionnera pas parce que c'est pas le but. Et les Mm. gens qui viennent d'ailleurs, ils mesurent ce niveau de confiance aussi, de ce qu'ils peuvent se permettre et de comment ça se passe, quoi. Donc ouais, j'ai trouvé, enfin voilà, un peu un paradoxe avec ce côté, bah, il y a quand même du coach, dans le sens sur le questionnement, etc. Et effectivement, dans les séminaires, bah, quand tu y vas, que tu es OK avec ça, à mon sens, et que comme tu disais, toi, avec ton expérience, bah, on te dit bah, peut-être que tu peux participer ou est-ce qu'il y a des volontaires. Moi, je vois pas le problème. Tu as payé pour aller à un séminaire. Je veux dire, tu connais un minima la personne ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est le red flag du non-consentement pour moi qui pose vraiment problème et tout ce qui va derrière. Mais en soi, les scènes, etc., je veux dire, si je me dis s'il y a du monde, c'est que ça marche et qu'il y a un intérêt. Donc, c'est vrai que je suis plus partagé. Je dirais pas que c'est mal, parce que je suis pas allé, tu vois, et je trouve que ça peut, enfin, il y a des personnes, ça peut leur faire du bien aussi, de changer, d'évoluer, de se dire, ouais, j'ai besoin de quelque chose, quoi. Bien sûr. Je te rejoins sur l'aspect non-consentement. Moi, c'est la limite aussi que je trouve, c'est forcer quelqu'un. Dans le film, on voit un moment que Pierre Ninet, qui joue le coach, pousse quelqu'un à faire une action dont on sent qu'il n'a pas forcément profondément envie de le faire, et il le fait avec cet aspect full, avec cet aspect énergie. Et ça, pour le coup, moi, ça, c'est la limite. Et d'ailleurs, tu vois, dans le séminaire que j'ai fait sur 3 jours, tu vois, d'ailleurs, en plus, j'y retourne cette année avec la même personne. Il dit bien, ne prenez aucune décision au minimum une semaine après le séminaire. Ne prenez aucune décision, aucune grande décision en tout cas, une semaine après le séminaire. Parce que tu es dans l'émotion, tu es dans l'énergie. Et parfois, en prenant une émotion à ce moment-là, dans cette énergie, enfin, en prenant pardon, une décision avec l'énergie de la foule, avec les 3 jours que tu as passés, avec les personnes à discuter, bah, des fois, il y a possibilité de regretter la décision. Donc, il faut vraiment au minimum une semaine pour bien se poser, bien réguler ses émotions, bien réfléchir au pour, au contre de la décision qu'on veut prendre. Euh, Ensuite, je reviendrai sur l'aspect accompagnement dont tu as parlé, je suis d'accord avec toi aussi. Sur cet aspect, en séminaire, c'est du one-shot. C'est-à-dire que la personne vient et elle repart chez elle, elle n'est pas accompagnée. Donc il y a aussi un aspect, j'allais dire vulnérabilité, je sais pas si c'est le bon terme, euh, à faire attention en fait quand on va dans ce genre de séminaire, on a aussi notre part de responsabilité sur ce qui se passe. C'est-à-dire que la personne peut nous, avec la foule, avec les autres participants et l'énergie de la personne, on peut être invité à faire quelque chose, mais en soi, ne pas oublier qu'on a aussi notre libre arbitre de faire ou non ce qui est dit, quoi. Et ça, je pense que c'est un aspect important qui est pas assez mis en avant, la responsabilité de chacun dans les actions qu'on fait et dans ce qu'on veut, dans la manière dont on veut agir.
C'est-à-dire que dans le film, clairement, si la personne n'a pas envie, même si elle a même si elle est influencée, elle a aussi son libre arbitre. Mais qui est peut-être pas suffisamment puissant par rapport à la foule et par rapport aux autres personnes qui la poussent à faire quelque chose. Donc c'est vrai il y a une limite par rapport à ça, ouais, tout à fait. Ouais, puis il y a une histoire de cadre, tu vois, c'est vrai qu'effectivement dans le film, il y a deux personnes qui sont un petit peu coachées en live, enfin, voilà, coachées entre guillemets, hein, parce que c'est la deuxième, le premier déjà, c'est Red Flag, voilà, et le deuxième, enfin, bon, là pour moi, il y a, il y a un vrai problème. C'est deux red flags Euh, d'affilée. ouais, il y a deux Red Flags d'affilée, et puis alors, ouais, c'est que du coup, de toute façon, dans les deux cas, voilà, c'est trop, il y a trop de violence. Enfin, moi, voilà, personnellement, avant d'aller le film, c'est assez marrant. Je savais que c'était pas une comédie, je savais que c'était un sujet quand même machin, mais après j'ai su que c'était un thriller. Je me suis dit, ah oui, ok, donc c'est quand même un film un peu dark. C'est vrai qu'il y a des moments, voilà. Mais ouais, c'est ce que tu disais finalement. On ne sait pas dans le film, déjà, est-ce que le cadre est posé quand il rentre au séminaire? Est-ce qu'il y a un cadre défini avec à quoi je m'engage, que ce qui est partagé sur le séminaire, effectivement, comme tu le dis, il y a attention à ne pas faire de pas. Et peut-être que la personne n'est pas rentrée dans ce cadre-là aussi, ça arrive, hein, parce qu'on a beau, on a un cadre avec un contrat, avec des choses comme ça, qui normalement régit tout ce qui est le coaching, qui n'est pas le coaching, les codes, à quoi on est OK dans le sens déontologie, certification, etc. Mais c'est vrai que justement pour la première personne, euh, même après, le cadre n'y est pas, parce que finalement, la personne, on voit déjà directement qu'elle a une emprise, elle va au bureau euh, de coach Matt. J'allais dire Mathieu, mais en fait, je crois qu'il n'y a jamais eu Mathieu dans le prénom, c'est Non, Matt, ouais, il me il semble que l'appelle. c'est Coach Matt, ouais, tout à fait, ouais. C'est coach Matt, ouais. Joué par Pierre Ninet. Et en fait, on se rend compte que même là, bah, finalement, ça le fait chier, mais il met pas le cadre. Il y a pas de cadre de sécurisation, de se dire, OK, est-ce que tu as besoin d'en parler? Enfin, c'est là où c'est problématique, c'est que pour moi, il y a vraiment, il manque le cadre du coaching, voilà, le coach n'est pas un sauveur. Et en fait, le problème de ce moment-là, c'est que Pierre Ninet, c'est son sauveur. Et il a obligé à être le sauveur du gars. Et finalement, bah, dans le film, on se rend compte après que ça se retourne contre lui, mais c'est vraiment une histoire, ouais, de cadre aussi qui est importante. Et je trouve que, je sais pas toi ta vision, mais moi, je me suis vraiment dit, ah ouais, ça peut quand même aller très loin. J'en avais conscience, mais je trouve que le film, en tant qu'accompagnant, tu te dis, ouais, c'est vrai que c'est hyper important de bien cadrer, d'être OK avec son éthique, enfin voilà, et finalement aussi d'être formé, parce que c'est une vraie posture. Enfin, tu vois, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est pas des outils, tu fais ci, tu fais ça. Non, il y a quand même une posture importante de voir les signaux qui vont dans le bon sens ou des signaux de personnes qui pourraient, dans le film, alors je sais pas, est-ce que c'est une décompensation, tu vois, c'est un truc comme ça, il le dit, je crois, dans le film. Mais ouais, ouais, c'est quand même enfin, assez marquant. C'est vrai que quand t'es accompagnant, ça marque un peu quand même. Je suis d'accord avec toi, ça marque, d'où l'intérêt de poser son cadre et de prendre conscience aussi. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel moi j'insiste dans mes accompagnements et que j'insiste moi aussi d'un point de vue personnel. C'est, je pense qu'en tant que coach, on n'est pas capable d'accompagner sur tous les sujets. Et de se rendre compte qu'on n'est pas capable d'accompagner sur tous les sujets, c'est déjà avoir une conscience de se dire, ah, telle personne a telle problématique ou tel sujet, je ne me sens pas capable, bah hop, je redirige vers quelqu'un d'autre, vers un coach plus adapté, ou même vers un psychologue ou un autre professionnel de santé. Mais je pense qu'il y a vraiment, et justement, j'en discutais lundi avec des amis coachs, et, et je trouve ça dommage en tout cas que dans les écoles de coaching, il n'y ait pas un cadre aussi, en tout cas je parle pour la mienne, qu'il n'y ait pas eu un cadre peut-être placé différemment par rapport à ça, que en tant que coach, on n'est pas capable de tout accompagner et qu'on n'a peut-être pas envie non plus de tout accompagner. Enfin voilà. Par exemple, accompagner un deuil, on se sent peut-être pas capable de le faire. Et ben dans ce cas-là, on se dit pas oui, je le fais pour faire plaisir à la personne, comme tu dis, pour sauver, mais de se dire, ok, le deuil, je ne suis pas compétent dans ce domaine-là. Tiens, on va voir telle personne qui, elle, saura mieux t'accompagner que moi. Et une fois que tu as résolu ton problème sur le deuil, si tu veux toujours travailler avec moi pour telle chose que je fais, dans ce cas-là, c'est ok. Mais avant, si tu as besoin de régler ça, moi je le fais pas, à voir telle personne. Et je trouve ça important, en fait, en termes sur la déontologie, de se dire, voilà, je peux pas tout accompagner, et c'est ok au final de pas tout savoir. On n'est pas des magiciens, on n'est pas, comme tu dis, le terme sauveur est très juste, on n'est pas des sauveurs. Je ne peux pas t'accompagner là-dessus, va voir telle personne.
Ouais, 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 je te rejoins, c'est important. Bah, c'est marrant parce qu'on n'a pas fait les mêmes écoles de coaching, donc c'est bien parce qu'il y a des spécificités qu'on a vues chacun de notre côté. Et donc, ce qui fait que même dans nos métiers de coach, il y a des choses qu'on aborde ou qu'on n'aborde pas. Mais ça, on en discutera sur le sujet de fin de la certification ou pas, voilà, en lien avec l'État. Mais je te rejoins, je prends un exemple, enfin, j'ai deux exemples. Un que j'ai vécu, qui était avec un jeune que je mentorais. Et parce que je m'étais inscrit bénévolement sur une plateforme de mentorat. Mais finalement, pour moi, c'était du coaching. Enfin, ça avait plus de sens que de conseiller quelqu'un. Donc, j'étais vraiment dans cette dimension de coach. Et ben, à un moment donné, c'est marrant. Alors, je ne m'attendais pas non plus. Il me pose des questions en mode, bah, je suis un peu gêné parce que je me pose des questions sur ma sexualité. Ah, alors, moi, coach, j'ai jamais vu ça. Enfin, je suis très ouvert à ça et à titre personnel, voilà. Je trouve que c'est important de s'informer de ça, différentes choses. Mais effectivement, alors je suis allé voir, il y avait des plateformes qui existent, notamment des cellules qui permettent d'avoir des appels gratuits anonymes proposés par le gouvernement, enfin l'État, sur la cellule santé. Mais c'est vrai que finalement, il me demandait un petit peu bah, comment tu peux m'aider. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que bah, il y a peut-être une part de moi, la partie sauveur, qui peut dire, ah tiens, je peux peut-être lui dire, enfin, c'est pas grave, etc., le rassurer. Mais non, attention, toi, c'est un peu le warning de, c'est pas ma place. Donc voilà, soit tu peux voir quelqu'un, ce que je lui avais proposé, qui peut être psychologue, sexothérapeute, etc. Bon, après, en fonction des moyens, ça peut être un peu compliqué, mais il y a des fois des cercles de parole. Ça, il en existe quand même pas mal gratuits. Et je lui ai proposé d'aller contacter enfin, la cellule spécifique en lui disant, bah moi je peux pas, enfin j'entends ce que tu me dis et c'est tout à fait légitime ce que tu ressens, mais je peux pas t'accompagner sur ça. Et ça c'est important parce qu'effectivement, c'est là où la frontière est très très fine, par exemple. Et la deuxième chose qui me venait, c'était l'addictologie. Et moi je sais que dans l'école de coaching que j'ai faite, on nous avait dit, surtout si vous avez des sujets liés à des dépendances, ne le faites pas parce que vous n'avez pas les moyens. Vous avez les moyens de débloquer, mais vous n'avez pas moyen de travailler ce qui va vraiment remplacer. Et il nous disait vraiment attention parce que demain, quelqu'un qui, par exemple, veut arrêter, si on prend la cigarette, et bah, le déblocage sans mettre quelque chose en place derrière, mais vraiment un suivi, et bah, la personne va trouver une autre addiction pour combler finalement le manque, parce que souvent l'addiction, il y a quelque chose à combler, hein. Je fais une généralité, mais et ça peut être de l'alcool, ça peut être enfin, de la dépendance à d'autres choses, je sais pas, aux jeux en ligne. Donc c'est vraiment ce côté, effectivement. On peut aider la personne, mais, enfin, mais il peut y avoir une fin qui peut être plus grave que l'intention de départ. Donc c'est pour ça que c'est... Ça, je me souviens, on l'avait vu et il nous l'avait bien dit, attention, tout ça, ne coachez pas parce que c'est pas votre terrain et ça demande des suivis plus profonds de psy. Et puis pour certains, il y a même de la médicamentation. Donc là, on est même sur un autre niveau, c'est du psychiatre ou des choses comme ça, quoi. Hmm. Effectivement, c'est là où on voit que mon école de coaching, moi, est différente. C'est Hmm. que on nous fait le coaching profond, donc on va chercher le problème à la racine pour pouvoir le changer, et on nous apprend, pour ceux qui veulent en tout cas, à coacher les addictions. Donc, tu vois, avec des Ok. protocoles, et justement à comprendre quel est le problème et d'où ça vient, parce que comme tu dis, la personne qui est addicte à quelque chose, c'est qu'elle vient combler un manque, et donc qu'est-ce qu'elle vient combler par ce manque-là? Et enfin, tout un tas de protocoles pour justement pouvoir changer l'addiction et que la personne ne soit plus sujette à son addiction et qu'elle puisse reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc tu vois, c'est intéressant de voir qu'en fonction des écoles de coaching, on n'a pas les mêmes enseignements non plus. C'est ça. Et moi, du coup, je n'ai pas de protocole parce que je n'ai pas Hmm. été formé. Enfin, dans l'école de coaching, et on ira enfin, plus profondément sur ce sujet-là, mais il y a ce côté, effectivement, où c'est même une. Enfin, c'est dans le cadre de la déontologie, dans lequel moi je suis. Voilà, comme tu disais, euh, moi, dans le coaching que j'applique, c'est le présent et le futur. On n'a que le passé parce que ça arrive que les personnes aient besoin de déposer, c'est OK. C'est là, mais effectivement, moi en tant que coach, je vais pas aller creuser le passé. Et tu vois, toi, ça va être différent parce que tu as des process et tu peux aussi creuser, c'est ce que tu me disais, hein, tu me confirmes si je dis pas de bêtises, hein, mais tu peux aller vers le passé. Donc c'est intéressant parce qu'on se rend compte, bah oui, que entre deux coachs, il y a deux choses différentes. Euh, et que moi, si je pars sur ce passé-là, mais j'ai pas les outils, enfin, voilà, j'ai pas, pour moi, l'habilitation, la formation, mais moi, c'est OK. Enfin, j'irai pas vers là parce que, enfin, c'est dès le contrat de départ. Je le dis souvent aux personnes, on n'ira pas voir le passé. Enfin, c'est pas ici que tu iras voir le passé ou guérir des traumas, des choses comme ça. Moi, c'est pas mon champ d'application. Donc, mais c'est vrai que ça pose la question de, finalement, comme, enfin, je pourrais le faire. Mais c'est moi, éthiquement parlant, qui est Hmm. OK avec le fait de le faire ou de ne pas le faire.
quand je sens que c'est éthique ou pas, quoi. Voilà. Ok. Alors que moi, c'est vrai que moi, je suis OK avec le fait d'aller voir le passé et changer les perceptions du passé. Donc ça, tu vois, Mm. c'est vrai qu'on a deux approches différentes et au final, c'est deux approches qui se valent en fonction de qui on est, en fonction de la manière dont on les a travaillées. Et tant que c'est placé dans notre cadre de coaching, pour moi, en fait, les deux manières de faire sont OK. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que ce qui est important, et c'est un peu, peut-être qu'on l'a pas dit d'ailleurs dans d'autres épisodes, mais enfin vraiment le choix. Alors, ce qui est important, effectivement, enfin, je sais pas comment tu veux faire la suite du podcast. Est-ce qu'on parle d'un peu du choix de son professionnel ou on peut faire un petit aparté sur. Je voyais le côté, tu vois, c'est important de verrouiller les deux, de savoir dire à quelle formation il a pu se, ou quelle école il a pu se former, voir un petit peu aussi le background finalement du coach. Mais pas que, c'est-à-dire aussi de se dire bah, finalement comment je le sens. Voilà. Et c'est important de capter, notamment sur les premiers échanges, un peu les premiers ressentis. Alors, tout n'est pas vrai, mais c'est vrai qu'il y a des personnes, quand on se rend compte que ça correspond pas, voilà, s'il y a des mécanismes de pression qui sont mis en place. Moi, je prends un mécanisme de pression qui ne me plaît pas, moi, à titre perso, c'est de dire, bah tiens, tu as un tarif moins cher si tu signes dans les 24 heures. Hmm. Moi, personnellement, on me l'a déjà proposé pour un accompagnement. Ah bah, je me suis dit, je le prends pas. Parce que ça me parle pas. Voilà. Et c'est quelque chose que, du coup, moi, je n'applique pas. Ça, parce que là, effectivement, il y a des mécanismes de pression. Vous êtes libre de prendre le temps de réfléchir. Moi, ça m'est arrivé sur une personne sur lequel, alors, du coup, qui est pas passée par moi. Je sais pas si elle a été accompagnée ou pas. Mais je lui ai dit, enfin, je sentais qu'il y avait enfin, une vitesse, une volonté d'aller très vite. Et je dis, écoute, si tu veux, là, il y a notre échange. Tu peux aller consulter d'autres pros pour voir s'il y a quelque chose qui peut être différent. Et c'est, tu vois, pour moi, c'est OK, parce qu'effectivement, c'est bien aussi de faire son choix, de voir qu'est-ce qui nous correspond, l'énergie de la personne, enfin, ce qu'on appelle la couleur du coach, et de voir aussi des gens qui seraient un peu borderline, très marketing et très vente, 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 vite, vite. Voilà, moi en tout cas, je me dis, tiens, c'est quand c'est un accompagnement, surtout sur des choses assez importantes de santé. Bon, il y a l'aspect business de vite, faut signer, t'as une offre, etc. T'as ci, t'as ça. Voilà, moi, ça fait partie un peu des red flags, mais bon, ça, c'est ma projection. Après, voilà, c'est pas une vérité. Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, je te rejoins. Moi, quelqu'un qui me dit t'as 24 heures pour signer, il y a 99,9% de chances que je signe Mm. pas quand on me propose ça. Donc non, non, je te rejoins là-dessus. Euh, Ce qui a un aspect aussi d'influence émotionnelle, hein, mine de rien. Donc il y a des ressorts comme ça qui sont utilisés. Il y en a pour qui c'est OK, et pour les personnes pour qui c'est OK, bah voilà, qui acceptent de proposer ça ou les personnes qui signent dans ces cas-là. En fait, à partir du moment où chacun y trouve son compte, en soi, je pense que chacun est libre de faire comme il a envie sur cet Mm. aspect-là, marketing, bien évidemment. Euh, Moi, j'aimerais développer. Parce que je vais pas rebondir sur ce que tu as dit, puisque globalement je suis OK avec toi. Sur l'aspect déontologie, c'est-à-dire que il s'est pas précisé dans le film, mais je trouve ça hyper important qu'un coach ou qu'un professionnel de santé, psychologue, sophrologue, hypnothérapeute ou autre, se fasse aussi accompagner lui-même sur ses propres blessures, ses propres traumas, ses propres schémas, ses propres croyances, peu importe le terme qu'on y met derrière. Mais je pense que pour le coup, c'est vraiment un indispensable. On ne devrait pas pouvoir exercer si on ne se fait pas suivre derrière. Certains emploient le mot supervision, moi j'ai pas tout à fait la même définition, puisque pour moi la supervision c'est vraiment de l'analyse vidéo pure, mais ça c'est ma définition à moi et je sais que c'est pas celle employée par 95% des personnes. Mais se faire accompagner pour moi c'est vraiment essentiel si on veut pouvoir accompagner d'autres personnes. Oui, oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, alors c'est assez partagé dans les écoles de coaching, parce que pour vous partager ce qui se passe. Dans la mienne, dans l'école de coaching que j'ai faite, il y avait ce côté où, enfin, voilà, les gens sont en responsabilité, un peu comme ce qu'on fait avec nos clients, de le faire ou de ne pas le faire. Et il y a des écoles, au contraire. Ça demande un suivi psy. Je trouve que les deux sont bien parce qu'effectivement, après imposer quelque chose à quelqu'un, est-ce que c'est bénéfique? Je ne suis pas sûr. Mais effectivement, et ça c'est important parce que si on fait le lien avec le film, on voit dans le film, enfin moi c'est ma vision hein, de ce que j'ai pu comprendre, qu'en fait Coach Matt, qui est donc Pierre Ninet,
En fait, il a un peu créé cette posture de coach, etc. Mais au début, tu dis il y a une bonne intention, mais aussi par un point de faiblesse et qui se retrouve dans le film parce que ça se retourne un peu contre lui. Et du coup, on se voit qu'il perd complètement les pieds. Et on se rend compte effectivement qu'il y a un travail sur lui qui n'a pas été fait. Finalement, il y a des choses voilà, qui n'ont pas été travaillées. Et j'ai comme ce sentiment qu'il a créé son entreprise ou son métier de coach pour combler quelque chose. Quand tout se passe bien, ça va bien. Et dès que ça déconne, en fait, il tombe dans tous les travers des humains manipulateurs, etc. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est important parce que, enfin, comme tu le disais, il y a accompagné de deux manières. Quand on n'est pas au clair avec des choses du passé, pour moi, c'est effectivement, enfin, à mon sens, c'est case psy. Il y a différentes approches. Il y a des coachs qui font des trucs un peu plus thérapeutiques. Il y a aussi des thérapies. Bref, hein, hyper important. C'est essentiel parce que si on n'est pas OK avec ce qu'on ressent déjà, enfin, ça va se transférer au client naturellement et inconsciemment. Et après, effectivement, alors sur l'aspect supervision, moi, je le vois dans la pratique de coaching que j'ai, c'est un point essentiel d'être supervisé par des coachs qui sont superviseurs, expérimentés. Alors, pas forcément sur de la vidéo, mais ça peut être sur des enregistrements audio ou sur du questionnement aussi. Moi, je l'ai déjà eu, j'ai eu déjà des séances de supervision, pardon, dans mon école de coaching. Et tu vois, c'est bien parce qu'effectivement, il y a un effet miroir avec, bah tiens, je comprends pas mon client ci ou client ça. Puis en fait, on se rend compte que c'est aussi nos propres perceptions, projections qui font que le client peut être bloqué. Donc ça ouvre aussi sur nos angles morts parce qu'en tant que coach, on en a aussi et en tant qu'être humain, on en aura toujours jusqu'au bout de. Un coach qui dit qu'il a tout réglé, pour moi, c'est faux. C'est pas possible. Tu peux pas tout régler tout le temps. Enfin, il y a forcément une part d'ombre qui est là et qui est normale, qui est aussi saine parce qu'il y a la lumière et il y a l'ombre. Mais, euh, mais ouais, je pense qu'en tout cas, un suivi, notamment de se faire régulièrement, je trouve, coacher, de pouvoir poser des questions à des superviseurs, de pouvoir être accompagné psychologiquement, c'est hyper important parce qu'effectivement, le pire, c'est d'être isolé. Et dans ce qu'on voit dans Coach Matt, il a l'air très isolé finalement. Il Mm. n'a pas de père. Enfin, il a son équipe et c'est lui le coach, donc un peu le roi. Mais en fait, on a l'impression que il y a pas de lien avec d'autres accompagnants qui ont un avis différent. Enfin, on voit que l'aspect isolement est maléfique finalement pour le personnage. Mm. Complètement, ouais. Je te rejoins. C'est vrai que c'est pour ça que ça me paraît important de parler de cet aspect-là, de se faire accompagner par quelqu'un. Parce que, effectivement, on voit après la dégradation psychologique du personnage. Là, si on rentre un peu plus dans l'aspect film et la dégradation psychologique. Et justement, ça va arriver sur la partie, l'autre point qu'on voulait développer sur le point business par rapport au film. Euh, les ressorts que lui utilise pour toujours arriver plus loin dans son projet, dans son objectif de rejoindre finalement son mentor qui est américain et de pouvoir se produire aux États-Unis en fait. Donc, ouais, sur l'aspect business, moi j'ai distingué plusieurs choses. Il y a un aspect où on peut voir ça aussi parfois sur les réseaux sociaux et pas que sur les réseaux sociaux, hein. Ça peut être certaines grandes marques comme Apple, comme d'autres, de toujours faire penser aux gens qui manquent quelque chose pour être heureux. Dans le sens où bah, tiens, il va te manquer ce séminaire-là, il va te manquer ce téléphone-là, il va te manquer cette boisson-là, ou il va te manquer cet ordinateur-là, et on peut vraiment les tirer sur différents aspects. Dans le marketing, il te manque quelque chose pour pouvoir être heureux, et j'ai la solution pour toi. Euh, Effectivement, il peut manquer des choses pour être heureux, et ça, je le nie pas. Tu vois, on a tous et nous-mêmes, on s'est fait accompagner pour développer notre entreprise parce qu'il nous manquait quelque chose. Moi, je me fais accompagner par différents coachs pour régler certains problèmes, pour pouvoir justement mieux me sentir, être peut-être plus confiant, mieux fixer mes objectifs, et ainsi de suite. Ça, c'est un fait. Mais, euh, mais je pense que c'est le côté qui me dérange, c'est le côté à outrance, en fait. Le côté trop. Je sais pas si je suis clair dans ce que je veux dire. Mais, euh, mais je trouve ça important de se dire, et on en revient au libre arbitre, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ça pour aller mieux? Si la réponse est oui, bah let's go. Si la réponse est non, bah c'est de se questionner sur qu'est-ce qui est peut-être le plus adapté pour moi à ce moment-là et de quoi j'ai réellement besoin en fait. C'est vraiment de se questionner là-dessus. Euh, et j'aimerais rajouter que le coaching, comme c'est montré dans le film-là,
c'est que ça donne l'impression d'appartenir à un groupe, comme le font d'autres marques. C'est-à-dire que si tu as un téléphone Apple, bah, tu appartiens à un groupe de personnes qui ont un téléphone Apple. Et en soi, c'est OK d'appartenir à des groupes, hein. Nous, on s'entend bien parce qu'on se sent appartenir à un groupe aussi, dont on partage la même vision du coaching, les mêmes centres d'intérêt, donc on se sent appartenir à un groupe. Et c'est justement se dire à quel groupe j'ai envie d'appartenir, où est-ce que je place mon curseur, et ne pas se laisser vite happer par, par le côté peut-être émotionnel et réfléchir peut-être d'un côté plus rationnel, même si on sait que c'est avec les émotions qu'on achète, c'est avec les émotions qu'on vit principalement. Ça, je suis et c'est normal, on le fait tous, hein, moi le premier, complètement. Mais c'est important de parfois se remettre ce côté plus, voilà, de quoi j'ai réellement besoin aujourd'hui dans ma vie en fait. Oui, 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 c'est très juste. Et puis ce que tu dis, tu vois, par rapport à Apple et au groupe, il y a un aspect d'identité aussi qui est important dans tout ça. Mm. Apple, c'est leur stratégie, hein, ils mettent des prix chers, pas parce que les produits sont chers, hein, c'est parce qu'ils veulent. Alors ça a peut-être changé de modèle, hein, mais à l'époque c'était ça. Ils vendaient moins, mais ils vendent beaucoup plus cher pour avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose d'haut de gamme, etc. Donc les gens payent le produit, mais payent aussi l'identité, le groupe, l'appartenance. Et on est des êtres humains et on a des mécanismes qui remontent à très longtemps. Effectivement, le fait d'être seul, c'est. Pour ça, on parle de la peur du rejet, etc., de l'abondance, c'est la mort. Et pour le nourrisson tout petit, la peur du rejet de ses parents, l'abondance, c'est la mort. Donc, il y a des choses qui sont en nous, qui sont, enfin, voilà, qui sont normales. Mais effectivement, ça me rejoint un peu ce côté, ce que montre un peu le film, le côté positivité, et c'est un peu le débat qui est à un moment donné dans le film, toxique, de se dire, bah, finalement, t'es encore à une case d'être heureux. C'est le développement personnel sur lequel moi je suis un petit peu tombé une époque, lié à la performance. C'est le côté, tu vois, de dire, allez, je mets tout dedans pour être le plus du plus. Mais en fait, tu te rends compte que tu mets tout dedans, mais ça change certaines choses. Mais en fait, tu arrives à un moment donné où bah, tu satures. En fait, c'est toujours l'étape d'après pour être heureux. Tu cours toujours après un truc qui avance plus vite que toi. Donc en fait, finalement, bah, tu cours et t'es jamais vraiment satisfait de ta situation. Et il y a un degré de différence entre oui, je suis bloqué, je sens que ça tourne en rond. Et là, j'ai besoin de quelque chose parce qu'effectivement, je sens que j'en ai pas les capacités. En tout cas, c'est le sentiment qu'on en a parce que finalement, dans le coaching, on se rend compte que les gens ont eu des expériences qu'ils ont traversées qui leur permettent d'utiliser les mêmes ressources. Enfin, voilà. Enfin, nous, on est convaincus que nos clients sont les champions de leur vie. Donc, sur ça, c'est ça qui est important avec le coaching. Mais l'idée, effectivement, c'est de se dire, bah oui, à quel moment, en fait, je suis dans un truc, bah, une quête d'être heureux, du bonheur, parce que c'est un peu maintenant aussi des modèles économiques, fais ça pour être plus heureux, pour être plus ci, pour être plus ça. Mais est-ce que je me satisfais déjà de ma situation d'aujourd'hui? Parce qu'il y a des personnes, effectivement, ils font déjà plein de choses. Bon, des fois, ça parle pas. Je les fais plus pour répondre à quelque chose, finalement, que parce que j'en ai vraiment envie. C'est pour ça que ce que tu disais sur l'aspect émotionnel, c'est important, toute décision, avant de la faire ou après, par exemple, un séminaire, c'est ce qu'on dit, on ne décide pas avec une émotion aussi bien négative que positive. Mm. Toutes les grosses décisions, le mieux c'est d'être neutre, parce que quand on est très tout feu tout flamme, on a envie de vite passer à l'action, et puis quand on n'est pas bien, ben, des fois on n'a pas envie de passer à l'action, et c'est pas forcément la décision qui est la plus juste, on va dire. Mm. Ouais, on est complètement d'accord. Et je rajouterais un point sur l'aspect business, où tu sais, enfin, on parle du film Gourou, de l'influence et de la manipulation qui peut y avoir dans le coaching. Et j'ai discuté avec une amie en début de semaine. Je ne citerai pas qui c'est pour garder son anonymat, mais elle a travaillé dans des grandes industries, enfin dans l'industrie médicale et dans le marketing pendant des années. Et en fait, elle m'a cité un exemple, c'est que par exemple en oncologie, pour les cancers, pardon si je prononce mal le mot, j'ai du mal avec celui-ci, donc pour le marketing contre le cancer, souvent les études sont faites, pardon, sur des hommes blancs, caucasiens blancs. Donc typiquement toi et moi. Mm. Et, euh, et en fait, ils vont sortir un pourcentage de taux de réussite de guérison et ils vont se servir de ce taux de pourcentage de réussite de guérison sur toute la population mondiale. C'est-à-dire que ce soit, par exemple, pour une femme blanche, mais qui n'a pas les mêmes besoins médicamenteux qu'un homme blanc. Ils vont s'en servir aussi sur des hommes ou des femmes d'autres ethnies qui n'ont pas les mêmes besoins médicamenteux et de protocole qu'un homme blanc, d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Et en fait, parce que les métabolismes ne sont pas les mêmes. Et donc en fait, en manipulant les chiffres comme ça, à quel point
ces personnes, ces médecins, ces marketeurs, justement dans le domaine de la santé, enlèvent tout discernement et tout libre arbitre dans la manière de penser, justement, de ah bah tiens, si c'est une statistique et qu'elle est bonne, bah c'est forcément bon pour moi aussi. Ah non, c'est qu'à la base, il y a une envie d'absolument gagner de l'argent et de faire du chiffre d'affaires pour pouvoir bah, assurer une certaine domination au niveau mondial, toujours engranger plus de bénéfices et après, ça c'est l'aspect purement business. Mais sur l'aspect influence, on est aussi influencé sur ce point-là sans forcément s'en rendre compte en fait. On va faire confiance à une figure d'autorité, le médecin, le praticien, qui lui fait confiance aussi aux études et aux labos qui sont beaucoup plus haut placés. Donc en fait, il y a toute une chaîne d'influence et de manipulation. Et les réseaux sociaux, c'est également pareil. Euh, L'algorithme va nous donner ce qu'on a envie de voir par rapport à ce qui nous intéresse. Donc en fait, même les réseaux sociaux influencent aussi notre manière de penser. Je vais prendre un exemple. Si on est dans la politique, si on est plutôt de gauche, ben, on va recevoir principalement des contenus de gauche. Si on est plutôt de droite, on va recevoir principalement des contenus de droite. Donc en fait, ça va nourrir notre pensée sur ah oui, ce côté-là a raison et l'autre côté a tort, je veux pas écouter. Et ça fonctionne dans les deux camps, hein. Et justement, faire attention à ça, de comment notre vie quotidienne est influencée par, par les algorithmes, par ce que les journaux vont dire aussi, par ce que les politiques vont dire, à quel point on s'autorise ou non, en fonction de qui on est, à aller chercher des informations peut-être contradictoires pour venir compléter une pensée, compléter un argument, compléter et contredire aussi parfois une vision. Oui, oui, alors ce que ça m'évoque deux choses. Effectivement, pour pas rentrer non plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire un autre épisode, c'est hyper intéressant sur l'aspect médical. Les médecins, quels qu'ils soient, hein, c'est pas du tout leur intention, mais ont une information des médicaments, ils n'ont pas toutes les infos. Je vous prends un cas très concret. Ma chérie est enceinte, il y a eu des nausées. Elle avait un médicament prescrit qui était à 45 euros non remboursé pour ne pas avoir de nausées. Donc 20 gélules, hein, donc 20 jours. Donc tu te dis, enfin, sur une grossesse, ça fait cher quand même, non remboursé. Elle va dans une pharmacie, elle tombe sur une pharmacienne qui a à peu près le même âge, qui a dit ah, mais oui, mais j'ai la même chose, c'est dosé 25% moins, c'est 2 euros, et vous en avez 30. Et tu te dis mais attends, enfin, enfin, c'est bizarre. Comment il peut y avoir un écart aussi énorme sur la même molécule, etc. Et c'est voilà. Et donc, moi, enfin, je fais confiance à la pharmacienne. Voilà, c'est pas un truc que j'ai trouvé sur un site internet. Donc tu te dis putain, mais c'est impressionnant en fait en fonction bah, de la masse commerciale, du marketing qui est fait, notamment bah, comme tu dis, des labos, des choses comme ça. Bah, les médecins, ils ont ce qu'ils ont et puis bah, pareil, ils sont un peu dépassés par tous les changements qu'il peut y avoir. Donc enfin, je jette pas la pierre au médecin, hein, Hmm. c'était pas de sa faute. Mais effectivement, elle n'avait pas connaissance de ça parce qu'elle a peut-être eu qu'une partie de l'info. Voilà. Et je rebondis effectivement sur cet aspect. Tu parles de marketing. Je vous partage un exemple moi qui m'avait marqué quand j'étais dans mes études de com. Il faut savoir que tous ces biais-là, notamment, sont très utilisés aux États-Unis depuis belle lurette, hein. Nous, ça fait quand même un certain temps, mais eux, déjà depuis les années 2010, avec l'avènement des réseaux sociaux là-bas, ils sont très déjà traqués, hein. Puis bon, ils n'ont pas les règles RGPD, c'est beaucoup plus libre, pas forcément dans le bon sens du terme. Et il s'avère qu'il y avait, alors pour vous raconter rapidement cette histoire-là, il y a une cible, enfin, pardon, c'est lapsus, le nom de l'entreprise s'appelle Target. C'est une chaîne de supermarchés aux États-Unis. Bon, donc voilà. Et il faut savoir que il a reçu une plainte, cette chaîne de magasins, parce qu'il y avait quelqu'un d'assez puritain qui recevait des informations sur la grossesse, sur les nourrissons, etc. Et le mec très puritain avait une fille qui avait je sais pas quel âge, certainement 16-18 ans, assez jeune, et en leur disant bah, vous incitez ma fille à avoir des relations sexuelles, une grossesse, machin, voilà. Et il s'est avéré que quelques semaines après, il a retiré sa plainte parce que sa fille était vraiment enceinte. Il faut savoir que elle avait eu un rapport sexuel. Elle n'était pas au courant qu'elle était enceinte, mais ses modes d'achat et son fonctionnement a fait que l'entreprise a détecté le besoin avant même qu'elle l'ait. Et donc elle recevait des communications des pubs, certainement, je sais pas, papier ou sur un mail, tu vois, de famille, qui incitaient à, bah tiens, est-ce qu'il n'y a pas des produits qui peuvent être liés à la grossesse? Et donc c'est là que tu te dis,
Ah ouais, c'est en fait la manipulation ou le besoin. Enfin, tu vois, ça pourrait être aussi un besoin, hein. Ça peut, c'est pas forcément la manipulation, mais c'est vrai qu'on est déjà hyper traqué sur tout ce qu'on a et donc effectivement, bah, finalement, on n'est pas forcément libre. Enfin, notre libre arbitre, il y a intérêt à bien l'avoir parce qu'effectivement, on est très dirigé dans un sens comme dans l'autre, ou comme tu disais en politique, où on en voit toujours plus du même sens. Et donc ça nourrit un peu ce biais de confirmation, de se dire, bah oui, si je vois toujours plus de trucs sur un parti, un extrême, etc., bah finalement c'est qu'on en parle plus, et je m'auto-alimente tout seul en fait sur quelque chose enfin, j'ai pas tout le scope entier, quoi. Ouais, c'est ça complètement. Et c'est très parlant l'exemple que tu viens de partager. Effectivement, notre mode de consommation, enfin, les algorithmes vont le détecter et vont nous envoyer parfois des choses auxquelles on n'est peut-être même pas encore au courant. Donc Mm. c'est intéressant en tout cas d'y porter une certaine attention. Euh, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure. Je sais pas ce que tu en penses, qu'on revienne dessus, mais la partie un peu responsabilité slash responsabilité du coach slash responsabilité du client. Mm. On l'a un petit peu évoqué, mais je pense que c'est important de refaire un point dessus. On a plutôt parlé de la responsabilité du coach en disant qu'on n'était pas capable de tout accompagner, que même un psychologue pareil n'est pas forcément capable de tout accompagner et que c'est important de rediriger vers les professionnels de santé. Moi, j'aimerais qu'on aborde aussi la partie patient, client, en fonction de si on est psychologue ou si on est coach. On n'a pas forcément le même terme, mais que on a aussi, nous, notre responsabilité en tant que client de travailler ou non avec une personne, en fait. De se poser, de prendre du recul là-dessus et de pas voir un coach ou un psychologue ou autre professionnel de santé comme un sauveur. C'est pas cette personne-là qui va nous sauver, c'est une personne qui est là pour nous accompagner, pour peut-être nous montrer un chemin différent, nous questionner, nous écouter, offrir un sas de, dans lequel on peut être nous-mêmes et délivrer tout ce qu'on a besoin de délivrer. Mais c'est important de se dire que un coach ou peu importe le professionnel, n'est pas un sauveur et que c'est pas cette personne-là qui va résoudre tous les problèmes qu'on peut avoir. Si on reprend l'exemple du film où tu disais justement la personne, j'ai plus le nom de la personne dans le film, en tout cas le nom du personnage, qui a coach Matt en lui disant merci, grâce à toi, je me sens vieux, tu m'as vraiment sauvé la vie. Pour moi, pardon. Pour moi, ça c'est vraiment la dérive de la partie, pour le coup, effectivement, coach Matt qui place pas le cadre, mais aussi la partie client qui voit en lui le sauveur parce qu'il a potentiellement des difficultés à voir, comme tu disais tout à l'heure, peut être qu'en travaillant sur lui-même, et c'est pas forcément toujours facile hein, de travailler sur soi, parce qu'on le sait, on travaille sur nous régulièrement, Mm. mais, euh, mais en tout cas, ouais, de faire attention à cette partie, je le vois comme un sauveur. Non, personne n'est là pour nous sauver en fait dans notre vie. Euh, on peut compter sur quelqu'un, on peut avoir des amis pour nous aider, nous accompagner, nous écouter, mais surtout pas nous sauver en fait. Et je trouve que c'est important de remettre ça aussi en avant. Oui, 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 parce que c'est vrai que quand on est, alors comme tu disais, ça peut froisser, parce que je le vois beaucoup, alors moi on me l'a jamais dit, mais sur les réseaux, c'est vrai que le terme patient et client, en disant oui, il y a un aspect business, etc., pour vous partager ça, dans les modèles anglo-saxons, justement, on parle de clients parce que pour nous, c'est pas des gens qui ont des problèmes de soins ou de santé, voilà, c'est pas un problème. Donc je trouve que c'est bien client, ça met déjà la responsabilité on n'est pas dans une dimension de soins, de patientèle, enfin, voilà, je suis pas médecin, donc c'est client, il y a une prestation avec un cadre. Et je trouve que déjà, bah, ça met le cadre aussi, on va dire, entre guillemets, commercial. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais oui, je te rejoins. C'est vrai que, et d'ailleurs, enfin, moi, c'est comme ça que je le contractualise et je le dis, c'est que le coach, il fait rien si le client, derrière, passe pas à l'action, s'il met pas en place ce qu'il a lui-même défini. C'est pour ça, je veux dire, on est garant vraiment du process, des modèles appliqués pour voir si vous évoluez ou pas, ce qui a pu bloquer, parce que c'est OK, des fois on passe pas à l'action et c'est tant mieux parce que ça permet d'aller un peu plus profondément sur quelque chose qu'on n'aurait pas exploré. Mais effectivement, le client a aussi sa responsabilité et tu as des personnes les plus fragiles, on va dire, c'est vrai que recherche, enfin, quand elles y vont, ça demande quand même
une dose de courage, de se livrer. Et donc, c'est le côté, bon, j'y vais, donc sauvez-moi. Mais non, ça marche pas comme ça. Et c'est dangereux parce que c'est ce qui amène les liens de dépendance. Hmm. Un professionnel de santé, psychologue, peu importe, coach, vous dira attention, le but, enfin, je suis pas là pour vous sauver ou te sauver si vous tutoie, mais je suis là pour justement que ce soit toi qui crée finalement tes connexions, enfin voilà, qui puisse mettre en place des choses qui te permettent d'être autonome. Et d'ailleurs, c'est pour moi, je trouve la clé enfin, du coaching versus thérapie, qui est différent, hein, c'est pas très comparable, enfin, c'est pas comparable à proprement parler, mais moi, ce que j'aime bien dans le coaching, c'est qu'il y a une date limite de fin. C'est pas, vous n'allez pas passer 10 ans en thérapie. Moi, je me souviens, alors c'est peut-être cliché, mais je crois l'avoir vraiment vu de quelqu'un qui dit, ah oui, bah tiens, ça c'est Jacqueline, c'est ma patiente que j'ai depuis 10 ans, tous les lundis à 14 heures. Bah, enfin, il y a un problème. Enfin, je sais Hmm. pas, moi. Et là, peut-être que du coup, certains accompagnants ou psy seraient pas d'accord, mais pour moi, il doit y avoir une date de fin. Parce qu'effectivement, sinon, il y a un lien de dépendance ou c'est une relation qui devient presque confident-ami. Enfin, c'est problématique. Et je pense que le fait aussi d'arrêter permet de stopper, de voir ce qui se passe et de garder et de laisser le pouvoir au client. C'est pas parce que ça s'arrête que c'est fini pour toujours, mais au moins d'avoir de se dire, ok, là on a fini quelque chose, on peut finir la thérapie, s'il y a un besoin autre, ça peut venir. Là, je prends l'exemple de psy, hein, ce qu'on fait pas nous, coach. Mais voilà, comme moi j'ai des clients, bon, quand on a tout verrouillé, bah écoute, si t'es ok, enfin si t'as envie de quelque chose, on peut refaire une séance un peu plus tard, mais à un moment donné, il faut une fin, parce que sinon, effectivement, là on vient dans la positivité toxique, il y a toujours un truc à travailler, toujours, 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 et en fait, le client, il a besoin du coach pour faire quelque chose, et ça, c'est pas ok. Hmm. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Euh, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une date de fin. C'est pour ça qu'on va en programme de X séances. Mm. Euh, Moi, ça m'arrive de proposer aussi des séances à l'unité, mais à la fin de chaque séance, c'est bah, qu'est-ce que tu veux faire? On continue ou on arrête? Et c'est toi qui décides en fait. Par exemple, tu vois, ça se fait aussi. Et pas dire bah hop, toutes les semaines on se voit à telle heure. C'est bah là, on a avancé sur tel sujet. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux qu'on fasse la semaine prochaine ou tu veux arrêter? Mm. Voilà, et comme ça, la personne est en capacité de décider si on prolonge ou pas. Et ce que tu dis aussi, et je te rejoins, c'est par moment, on n'a pas forcément besoin de se faire accompagner. On a besoin aussi d'expérimenter tout seul et de se dire, peut-être, je sais pas, au bout de 1 an, 2 ans, ou quelques mois, ça dépend de chacun, de, ah bah tiens, là, je bloque, hop, je retourne voir quelqu'un juste pendant quelques temps pour me débloquer. Moi, je sais que j'ai commencé à me faire accompagner à 19 ans, j'ai vu la personne de mes 19 à mes peut-être 21, 22, j'ai arrêté pendant 1 an ou 2, je suis retourné la voir 1 an ou 2, et à des fréquences plus ou moins régulières, et des fois c'était 2 fois par mois, après, ça a été une fois tous les 2, 3 mois. Ça dépendait vraiment de mes besoins. Euh, et l'autre aspect que j'aimerais mettre en avant, c'est sur l'aspect sauveur. Quand une personne a une figure d'autorité, un peu comme Coach Matt dans le film, on peut aussi parfois aller dans ce genre de séminaire en disant, bah tiens, si il me coach, il va forcément résoudre tous mes soucis parce qu'il a réussi à les résoudre avec d'autres personnes. Il y a cet aspect, on s'enlève la responsabilité justement de ce qu'on a pour les mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Et ça fonctionne pas uniquement sur l'aspect du coaching, ça fonctionne dans différents aspects de notre vie. Par exemple, quelqu'un qui veut absolument être en couple et qui dit, ah bah le jour où je serai en couple, je serai heureux. Pour moi, c'est se fourvoyer parce qu'on remet la responsabilité d'être heureux dans la main de son ou de sa partenaire quand on sera en couple. Ça peut être aussi, ah bah, quand j'aurai plus d'amis, je serai heureux. Bah, pas forcément, parce que avoir plus d'amis occasionne d'autres problèmes qu'on n'avait pas quand on n'a pas d'amis, ou quand on avait moins d'amis. Et être en couple, ça occasionne d'autres problèmes qu'on n'a pas quand on n'est pas en couple. Et donc, c'est pas que sur l'aspect du coaching, c'est vraiment un aspect plus global. C'est ne pas penser que parce que telle personne va résoudre tel problème, on va être plus heureux. Être heureux, ça passe aussi d'abord avant tout par soi, faire des choses qui nous plaisent, qui sont importantes pour nous, nourrir notre intérieur. Et après, effectivement, on peut avoir des choses à travailler, et dans ce cas-là, c'est OK d'aller voir quelqu'un, un coach. Comme je disais, peu importe le professionnel de santé ou non, parce que comme tu dis, Thomas, et je trouve ça très juste de le rappeler, on n'est pas des professionnels de santé, on est des accompagnants qui sont là pour atteindre principalement des objectifs. Euh, euh, mais aller voir quelqu'un
peut être bénéfique sur une période donnée, sur un temps donné, et pas que ça reste pas à vie. Parce que si on reprend la définition que je donnais tout à l'heure, du mot gourou qu'on en a fait dans l'Occident, quelqu'un qui reste 10 ans, enfin un psy ou un autre professionnel de santé qui garde pendant 10 ans un patient, à quel point il exerce aussi son pouvoir d'influence pour le garder sous son aile et pouvoir faire cette pression financière peut-être vis-à-vis de cette personne-là. Je sais que ce que je vais dire va peut-être va créer du débat et certaines personnes seraient peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais en attendant, garder 10 ans quelqu'un, bon, on se dit c'est une rentrée d'argent qui peut être facile, ça maintient, comme tu disais, dans une dépendance, et à quel point ça, c'est aussi une façon ou une technique d'influence ou de manipulation qui peut faire penser à ce qu'on a vu dans le film, où il y a cette dépendance des participants à toujours faire le séminaire le séminaire, quoi. Oui, oui, complètement. Et puis, comme tu dis, il y a ce côté, tous les métiers sont rémunérés, il me semble. Sinon, c'est du bénévolat. Donc, en fait, effectivement, même des métiers de santé, tout est rémunéré. Il y a une fonction argent qui est derrière. Même un neurochirurgien, voilà, il a une fonction argent. Donc, effectivement, c'est vrai que moi, je trouve ça étonnant, en tout cas. Alors, sauf des troubles psychiques spécifiques qui Oui. demandent un suivi régulier, médicamenteux, on est d'accord, mais quand c'est quelqu'un qui a des problématiques personnelles, voilà, où il n'y a pas de diagnostic avec maladie psychique, parce qu'attention, un trouble, c'est un trouble, hein, c'est pas une maladie. Je veux dire, on peut avoir un trouble anxieux, on peut avoir, enfin, et ça se soigne très très bien, justement, avec un psychologue ou un psychiatre, ou peu importe. Mais oui, ça questionne le côté dépendance et se dire, bah, finalement, enfin, moi je voyais certains psy qui viennent sur ce sujet-là en disant, bah oui, enfin, l'idée c'est que le client reste le moins longtemps chez moi, ce qui gagne finalement. Et ce que j'ai déjà entendu, et ça arrive quand même de temps en temps, c'est qu'il y a des personnes du coup qui arrivent avec une problématique et sans créer une nouvelle pour rester du coup avec leur psy, parce que du coup ils ont plus de raison valable, on va dire de rester. Et donc, ils s'identifient autour de cette problématique. Donc, c'est là où, même si on parle de psychologue sur un métier qui est, on va dire, plus réglementé, entre guillemets, que le coaching, bah, tu te dis, il peut y avoir des trucs quand même très border et ça questionne aussi, quoi. De toute façon, tout ce qui est enfin, métier d'accompagnement et même de santé, hein. Enfin, tu vois, tout n'est pas, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais il y a quand même tout un tas de nuances à avoir. Et je trouve que c'est intéressant, effectivement, de se dire qu'il y a peut-être des psychologues, et effectivement, ils gardent une personne parce qu'elle est là. Bon, c'est très bien, elle parle, ça lui fait du bien, mais à un moment donné, enfin, moi, tu vois, enfin, ça m'active un peu dans ce côté, mais ok, on va faire un bilan. euh, et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir des indicateurs de mesure. Ça, c'est Mhm. important si vous choisissez un accompagnant quel qu'il soit, hein. D'ailleurs, on peut faire le lien avec les thérapies cognitives et comportementales ou les thérapies brèves. Il y a un objectif avec un indicateur de mesure. Ça permet de se dire, OK, des fois, en tant que patient ou client, on peut se dire, j'ai pas l'impression d'avoir avancé. Moi, j'en vois beaucoup qui me disent ça. On fait des fois un bilan mi-parcours, ils ont déjà atteint tous leurs objectifs, mais ils s'en rendent pas compte. Donc, ils pourraient rester à vitam aeternam dans une quête sans fin d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi, je trouve, et je pense que toi, c'est pareil on mesure aussi à mi-parcours, en fonction du nombre de séances ou d'une durée de temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, voilà, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que tu retiens. Et je trouve que c'est important aussi parce que ça permet aux personnes de se rendre compte que, ah oui, j'ai déjà fait tout ça, donc je suis quand même assez autonome, etc. Et ça, c'est un point important Mhm. que j'adore moi dans le coaching. Alors, vous pouvez dire que je prêche ma paroisse, certainement, mais c'est aussi mon choix. C'est qu'au moins, il y a un indicateur de mesure. Voilà, il y a ce côté, comment tu te rends compte que tu as atteint l'objectif, qu'est-ce qui manque pour. Enfin, et en fait, on se rend compte bah, que c'est beaucoup plus clair, parce qu'il y a des moments, même en tant parce que pour avoir été aussi coaché, hein, c'est le principe des écoles de coaching, on se fait aussi beaucoup coacher. Des fois, on a un objectif avec un indicateur de mesure qui est pas clair, en fait, et qui pourrait faire 50 séances. Enfin, j'exagère. Mais alors que de dire oui, ben tiens, qu'est-ce qui fera que enfin, tu sauras à la fin de la séance que tu as réussi, voilà, ça m'a peu de lumière de ok, bah, je repars avec ça et je sais que j'ai réussi. Et donc ça booste aussi un peu ma confiance en moi, je passe à l'action et ainsi de suite, quoi. Mais ouais, je pense que tout le monde sera pas d'accord. Effectivement, il y en a des gens qui ont besoin de déposer pendant 10 ans. Mais moi, en tout cas, ça m'embête quand je fais une démarche d'accompagnement, même à titre personnel, hein, quand je me suis fait accompagner, il y a peut-être un côté performance aussi, résultat, mais j'ai besoin aussi d'avoir de la matière, de me dire, tiens, j'ai progressé. Et ça aide du coup à avoir des relations de coaching ou thérapeutique qui sont Mhm. plutôt courtes. Ouais. Complètement, je te rejoins là-dessus.
J'ai rien d'autre à ajouter parce que je suis d'accord avec toi. Il y a un aspect aussi qu'on n'a pas encore développé et je pense que c'est important. C'était pas prévu, mais il vient de m'apparaître. Euh, c'est l'aspect coaching de spectacle. Mm. C'est-à-dire que dans le film, la manière dont ton coach, en tout cas, je parle pour Thomas et moi parce on sait mutuellement l'un et l'autre comment on coach et moi je parlais pour d'autres coachs que je connais aussi. La manière dont c'est présenté dans le film, c'est vraiment du coaching de spectacle pour créer cet effet un peu waouh, donc ce côté un peu émotionnel. Euh, un vrai coaching avec une durée de séance de 6, 8, 10, 12, peu importe le nombre de séances qu'il y a, peu importe la durée de l'accompagnement. Comme on dit avec Thomas, nous on aime bien que ce soit quelque chose de cadré, qui ait un début et une fin. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas le shoot de dopamine d'un seul coup qui monte et qui peut redescendre comme un soufflet derrière. C'est vraiment quelque chose de plus progressif. Et, euh, et ce coaching de spectacle-là, on peut même comparer ça à d'autres spectacles. Par exemple, si on prend l'hypnose, comment ça s'appelle? Mesmer. Mesmer qui fait Oui, ses spectacles d'hypnose, inconsciemment, on y va aussi, enfin pour les personnes qui sont allées, moi je l'ai jamais fait, mais peut-être que pour ces personnes-là, il y a une part inconsciente de je veux voir ce que ça donne le show, je veux ressentir ce côté un peu excitation. Et peut-être que Mesmer, s'il fait de l'hypnose en dehors, il n'y a pas tout ce procédé de spectacle derrière. Et ben en fait, en coaching, il y a ce procédé un peu spectacle, un peu effet waouh, pour prouver que ça peut fonctionner. Mais dans les faits et dans la véritable fonction du coaching comme on l'imagine tous les deux, moi, c'est pas ma vision non plus. C'est ne pas se laisser happer par ce côté coaching spectacle. ouais, je suis d'accord. Bah, enfin, moi, je me vois pas faire ça. Enfin, clairement, enfin, Ouais, après, moi non c'est plus. personnel aussi, hein. Peut-être que je suis pas quelqu'un qui, je pense que j'aime bien quand même m'exposer, mais je suis pas quelqu'un qui irait comme ça devant de la scène à prendre quelqu'un au hasard. Enfin, tu vois, voilà. Ou alors ça serait vraiment défini en amont avec un accord préalable ou etc. Mais euh, moi, je le vois plus parce que, tu vois, je fais des ateliers. Donc, il peut y avoir effectivement des petits groupes avec du coaching en live. Bon, on est sur des petits effectifs, hein. Là, les derniers que j'ai fait, c'est 5 6 personnes. Donc, on n'est pas voilà, sur quelque chose comme ça. Mais je trouve que oui, enfin, vraiment le but, c'est vraiment d'apporter une valeur sur d'ailleurs l'ensemble du groupe, sur l'atelier. Effectivement, et ce que je trouve bien, c'est que ça permet en tout cas aux personnes de se dire, bah tiens, est-ce que son approche me plaît? Enfin voilà, est-ce que je peux avoir confiance? Mais c'est gratuit. Donc les gens s'engagent à rien. Effectivement, ils repartent. Il n'y a pas cet aspect dopamine, spectacle, il n'y a pas l'effet de foule. Et donc je trouve que ça, c'est parlant. Ça me parle en tout cas. Mais oui, le côté coaching spectacle. Je comprends l'effet, l'émulation des grandes messes et enfin, voilà, on le voit avec, j'ai perdu son Tony Robbins, ça fait penser à, à ce coach-là américain là, qui est bon, qui est très, c'est fou, etc. Mais c'est vrai que c'est une vision, enfin, moi je me retrouve pas dans ça et je trouve qu'en France il y en a encore peu. Voilà, on n'est pas sur ces modèles américains avec des scènes énormes, même s'il y en a quand même. Mais ouais, non, c'est vrai que oui, c'est du coaching spectacle, donc c'est vrai que ben, c'est pas du coaching, c'est vraiment un prémisse de quelque chose pour montrer un petit peu que ça peut faire quelque chose. Mais effectivement, ça n'a rien à voir avec une relation de coaching, enfin, Hmm. c'est pas du tout comme ça, clairement, ouais. Mm. Et tu vois, tu parles de Tony Robbins. Moi, par curiosité, tu vois, j'aimerais bien aller faire un de ses séminaires pour voir ce que ça fait de l'intérieur. Tu vois, parce que euh, pour avoir discuté avec quelques personnes, apparemment le film, la manière dont c'est fait, c'est un peu inspiré de ce que fait Tony Robbins. Je mets des guillemets, je le dis au conditionnel parce que Mm. c'est ce que j'aurais entendu. Mais moi, par curiosité, ouais, j'aimerais vraiment aller assister à un de ces séminaires, voir comment c'est de l'intérieur, voir l'énergie, voir à quel point c'est vrai ou non ce qu'on peut raconter sur lui, me faire mon propre avis en fait, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, avoir mon libre arbitre de penser sur un séminaire comme le sien, pour voir de l'intérieur et soit c'est ok avec moi et dans ce cas-là, bah c'est cool, soit c'est pas ok, et dans ce cas-là c'est cool aussi parce que je l'aurais fait et je l'aurais vu en fait. Oui, tu vois, ça m'a fait penser au fait d'aller à un concert. C'est une expérience qui est différente. Enfin, en fait, ça peut être vu comme une expérience, justement, de se dire, tiens, bah, le fait d'être en cohésion avec du monde, enfin, c'est vraiment de se dire, ouais, ça peut être sur une dimension différente. Parce qu'effectivement, on peut se dire, bah oui, j'ai un outil pour écouter ma musique, finalement, quel intérêt d'aller voir un concert? Mais c'est vrai que quand on va à un concert, on voit que il y a la foule, enfin,
c'est une autre dimension. Donc je pense que ça peut être intéressant et je te rejoins complètement sur le fait de, c'est à faire, ça à tester une fois, voilà. Mais avec du discernement, en se disant, j'y vais pas pour me sauver parce que je suis au bout du bout, non, j'y vais parce que j'ai envie d'être curieux, voilà. Mais j'ai mon discernement dans le sens où si on me propose les 8 séminaires ensuite au prix de 10 000 € au lieu de 15 000, ben voilà, je Mm. sais que voilà, j'ai le discernement sur ce que je fais ou je fais pas, quoi. Et bah dans ce Ouais, non, cas-là, on se prend des places pour Tony Robbins. c'est ça. Let's go. Ça va pas être donné quand même, je pense, parce que vu le gars, je crois que c'est cher. Mais bon, Oui, ça peut être c'est un sympa à peu faire. cher, mais je pense que c'est une expérience à faire au moins une fois. Enfin, en tout cas pour moi, faire au moins une fois dans sa vie pour voir, pour voir. Hmm. Euh, et on va enfin arriver à l'aspect où avec Thomas on n'est pas d'accord C'est sur ça. l'aspect certification d'État. Moi, je suis contre qu'il y ait une certification, enfin en tout cas que ce soit, on va dire, plus réglementé en tout cas, parce que ça voudrait dire que l'État souhaite encore tout contrôler et on est dans une époque où je trouve qu'on est déjà contrôlé sur énormément de choses. Euh, Tout devient de plus en plus réglementé, on est de moins en moins libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Et, euh, et moi, je suis pas sûr qu'une certification apporte aussi une meilleure déontologie. On peut le voir dans d'autres métiers. Il y a des médecins qui sont diplômés d'État, qui ont le serment d'Hippocrate, et on peut voir la dérive de certains. Donc la certification ne garantit pas de se prémunir de tous les risques, en tout cas. C'est comme, on va prendre... ah, je vais me faire des ennemis, hein. Je vais parler par exemple des profs. Je suis désolé, mais pour les profs qui nous écoutent. Mais il y a certains profs qui sont très 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 bons dans ce qu'ils font et ça, il n'y a rien à dire. Il y a certains profs qui sont certifiés d'État, qui sont diplômés, qui ont fait des études et qui pour autant ne vont pas savoir dispenser un cours et qui vont être très très nuls dans leur enseignement. Et pourtant, il y a une certification, il y a un diplôme d'État. Donc, moi, j'en vois pas l'intérêt en fait, pour le coup. Oui, alors du coup, vous vous doutez, moi je suis plutôt pour, vu qu'on n'est pas d'accord. Donc pas, il n'y a pas trop de suspense, on va dire. Mais oui, je te rejoins. En fait, alors moi, pourquoi je suis pour? Parce que c'était un choix important, en tout cas, moi, quand je me suis formé. Notamment parce que déjà, à l'époque, quand j'ai réfléchi un peu à mon parcours professionnel, quand je faisais un bilan de compétences, on me disait, ah ouais, mais le coaching, c'est pas si cadré, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors, il faut savoir que contrairement à ce que dit le film, là où je suis pas d'accord, et je suis un peu étonné, il y a une certification d'État, parce elle est RNCP, donc je vous laisserai aller voir, c'est le Registre national des compétences professionnelles. Et en fait, donc c'est dans France Compétences. Donc quand vous allez dans France Compétences, qui est un site web de l'État, vous tapez coach professionnel, et quand vous avez coach professionnel, vous avez les écoles qui sont certifiées au métier de coach. Et donc effectivement, c'est un métier, enfin c'est un vrai métier qui existe. Voilà, il y a une certification d'État. Donc assez surpris effectivement que alors c'est peut-être la volonté du film hein, de se dire ça. Et pourquoi je suis pour? Parce que pour moi, à mon sens, effectivement, je te rejoins complètement, un coach certifié n'est pas forcément un bon coach. Hmm. Et un très bon coach peut ne pas être certifié, comme les médecins, comme les profs, comme tout métier hein, finalement. Il y a des gens du bâtiment, ils sont très bons, ils sont excellents, ils n'ont pas eu 3 ans d'études sur l'électricité et pourtant ils sont plus appliqués, plus consciencieux. Donc voilà, c'est le lien avec la connaissance et enfin, il y a différence entre le savoir-faire et le savoir-être. Je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. Mais je suis pour parce qu'effectivement, moi, ça m'est arrivé, en tout cas, d'échos de coachs qui ont été avec moi, qui me disent, bah, il y en a un qui se dit coach, il a fait 2 heures enfin, pas 2 heures, mais 2 jours de formation. Et il se dit coach. Ou il a appris tel outil, donc il se dit, ouais, je suis coach. Et d'ailleurs, vous l'entendez certainement, nous aussi, hein, il y a coach de tout et de rien. C'est coach business, coach financier, coach, enfin, coach sportif, coach. Donc en fait, c'est vrai que pour moi, la certification est importante parce que c'est un réel métier avec des codes spécifiques, comme tu disais, avec une posture. Et la certification, pour moi, elle apporte ce degré, en tout cas dans l'école que j'ai faite, de posture. Les outils, c'est bien, mais ce qu'on nous a appris, c'est la posture d'un coach. Et c'est cette posture-là qui est importante, justement, d'être dégagé de tout ce qu'on vous a dit avant. De quelle intention je mets quand je pose telle question, voilà, de je n'induis pas. Enfin, c'est plein de choses qui sont hyper importantes. Et c'est pour ça que moi je suis pour, parce que ça. Enfin, je pense qu'à un moment donné, de toute façon, l'État mettra le nez dedans parce qu'il y a aussi de l'argent hein, en jeu, parce que beaucoup, enfin, le coaching se développe énormément.
et les écoles aussi en profitent, etc. Et tant mieux, hein. Mais l'idée, ouais, c'est vraiment pour moi de clarifier un peu ça. Je pense que sans contrôler, effectivement, de clarifier déjà les certifications. Enfin, aujourd'hui, quelqu'un qui va vouloir finalement se faire coacher, bah, il peut pas trop vérifier les certifications. Alors, vous avez des termes comme moi personnellement, c'est ICF, donc RNCP métier, et ICF pour la. Alors, je vous le dis en anglais rapidement, je suis pas très très bon, mais International Coaching Federation, qui est voilà une fédération internationale de coaching. Mais il y a aussi la version européenne qui s'appelle EMCC. Bah, alors, enfin, c'est du chinois. Enfin, je veux dire, c'est un langage d'une autre planète. Tu te dis, attends, c'est quoi ICF, EMCC? Enfin, c'est quoi ces acronymes? Et c'est vrai que ça parle pas aux clients. Et d'ailleurs, enfin, je sais pas toi, Stéphane, mais pour l'instant, moi, on m'a jamais demandé, est-ce que vous êtes RNCP ou ICF? Pas On m'a du tout. jamais demandé ma certification. D'ailleurs, moi, je suis en cours de certification dans mon école. Hmm. Donc, j'ai commencé à accompagner sans être certifié. Mais pour l'instant, j'ai personne qui a eu quelque chose à dire, en tout cas directement sur la manière dont j'accompagne. Donc, c'est pour ça que moi, je décorrèle vraiment l'aspect certification de l'aspect posture. Parce que comme tu disais, moi, je suis tombé sur des coachs certifiés RNCP, ICF. J'ai eu du mal à comprendre comment ces personnes-là pouvaient être coach parce qu'elles induisaient à projeter leur monde. C'était vraiment beaucoup plus du conseil que finalement le coaching comme moi je l'apprends dans une école qui est pas certifiée RNCP. Et, euh, et pourtant, tu vois, c'est une école, ça va faire 2 ans et demi que je suis dedans. Donc, tu vois, Hmm. c'est pas une formation de 1 ou 2 mois, c'est vraiment, même si c'est pas certifié, ça fait 2 ans et demi de parcours. Donc 2 ans et demi de parcours, c'est pas rien, mine de rien. Ça fait beaucoup d'heures de vidéos, beaucoup d'heures de cours, beaucoup d'heures de coaching aussi en entraînement. Donc, qu'est-ce qui est le plus valable entre un coach qui peut avoir une certification et qui a fait 2 mois de purement de théorie ou un coach qui finalement où c'est pas reconnu par l'État mais qui a fait 2 ans et demi de formation. Donc c'est vraiment après, comme je disais tout à l'heure, hein, on en revient à ça, au libre arbitre de chacun de choisir son coach en fait. Par la posture, par ce qu'il dégage. Moi, quand je me fais accompagner, que la personne a un diplôme ou pas, ça m'importe peu. Ce que je vais plutôt regarder, c'est la confiance que j'ai envers elle, le feeling qu'il y a entre la personne et moi. Les avis vont compter forcément. Je vais aller regarder les avis qu'elle peut avoir soit sur son site, soit sur sa page Google, soit sur LinkedIn. Mais c'est pas le titre qui va importer peu, finalement. C'est vraiment plus la personne qu'elle est, comment elle peut m'aider à atteindre ce que j'ai envie, comment elle peut m'aider à dépasser mes blocages, mes schémas de pensée limitants et comment elle peut m'aider à m'accompagner au point où je désire, tout en étant conscient que j'ai ma part de responsabilité dans l'atteinte ou non de mon objectif ou de ma transformation, bien évidemment. Voilà, moi c'est plus ça qui m'importe que vraiment une certification ou un tampon, je vais être vulgaire, hein, mais un tampon sur un bout de papier qui certifie que la personne est coach. Parce que pour moi, ça a pas. Voilà, on a vu des médecins, on a entendu des médecins qui ont fait des grosses erreurs médicales euh, et qui pourtant ont un diplôme de médecine. Donc qui ont fait 8 ou 10 ans d'études pour être médecin ou médecin généraliste ou neurochirurgien ou chirurgien, peu importe, et qui pour autant. Alors après, l'erreur est humaine. Ça, c'est un autre aspect aussi. On peut se tromper. Mais c'est pas parce qu'il y a une certification ou non que ça empêchera la personne d'être bonne ou mauvaise en fait. Je vais prendre une autre analogie, c'est un peu comme un mariage. C'est pas parce qu'on met une bague autour d'un doigt qu'on est fidèle. Oui, oui, c'est La pas parce métaphore que. est peut-être un peu poussée, je sais. Mais je dirais, c'est pas parce qu'on se marie qu'on est un bon mari Oui. ou, enfin, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un engagement dans quelque chose, mais c'est quoi l'intention derrière? Enfin, tu vois, pour moi, c'est vraiment tu vois, le maître mot, c'est l'intention derrière ce qu'on fait. Ouais, complètement. Euh, Enfin, c'est vrai qu'effectivement, tu parlais des diplômes, mais demain, n'importe qui peut frauder. Alors, l'IA est peut-être pas encore assez performante, mais quand tu es très bon sur Photoshop, et que tu utilises même des outils, des fois, tu sais, même moyen, hein. Franchement, tu prends un Canva, je prends le Canva, tu es assez bon dessus, tu fais un diplôme, moi je le vois des fois dans certains diplômes, peut-être moins d'état, mais tout ce qui est diplôme d'école, des choses comme ça, il y a un tampon, il y a six machins, tu fais le copie de quelqu'un, tu enlèves ton prénom, tu mets le nom de quelqu'un, enfin, c'est très facile, Ouais, ouais, jusqu'à ouais. des pilotes de ligne. Et dernièrement, là, il y a quelques mois, j'ai entendu, je sais pas si tu as entendu parler, mais d'un pilote de ligne qui n'avait
aucune certif, rien du tout. Il avait donné des diplômes, ils avaient rien vérifié la compagnie. Et le gars, il avait fait des vols, des atterrissages, des machins. Donc en fait, tu te dis, ah ouais, enfin, en fait, c'est dans tous les domaines. C'est pour ça que c'est important aussi, ouais, d'avoir son libre arbitre, de suivre aussi un petit peu son intuition, de sentir, voilà, quand c'est un peu trop ou pas. Et plutôt dans une posture aussi, vous aussi, si vous y allez, de façon neutre. Voilà. C'est vrai que quand on y va en pleurant et que la personne, ah mais c'est pas grave, c'est machin, bah il y a un lien qui se fait, c'est bien, mais ça peut être aussi, ça influe complètement les décisions et c'est pas très bon, quoi. Ouais, complètement, je te rejoins. Si on avait un mot, enfin, moi j'ai un mot en tout cas pour finir, tu me diras lequel est le tien, mais c'est vraiment faites-vous confiance, gardez votre libre arbitre et surtout votre esprit critique. Et comme disait un célèbre chanteur français, gardez votre liberté de penser aussi. Ça me faisait penser à ça. Mais bah moi, je pensais à responsabilité. Mhm. Je pense, et c'est bien parce que ça parle aussi bien en tant que nous, coach et accompagnants qui peuvent nous écouter, de parler déjà enfin, où je mets ma responsabilité, où je vais, voilà, où je vais pas, enfin, comment je me sens avec ça. Et aussi pour les gens qui se fassent accompagner, c'est important qu'ils soient aussi responsables de ce qu'ils choisissent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils font pas, et qu'ils restent autonomes dans leurs décisions. Sinon, effectivement, c'est un gourou. Mhm. On est d'accord. Et que bah il y a des bons coachs, des mauvais coachs de partout, il y a et c'est valable dans absolument tous les métiers. Il y a des bons, moi qui ai été boucher, il y a des bons bouchers, il y a des mauvais bouchers, qui est des diplômes ou pas de diplôme, il y a des bons et des mauvais dans les deux. Euh, dans les comptables, les journalistes, les dentistes, enfin bref, dans tout corps de métier, qui est diplôme ou pas, il y aura du bon et du mauvais. Donc c'est vraiment après aux recommandations aussi. On peut faire confiance aux recommandations, je point qu'on n'a pas abordé, mais recommandations, les avis, Internet. euh, faire une expérience et se faire son propre avis aussi, c'est important. Euh, donc, euh, donc ouais, c'est vraiment faites-vous confiance et soyez libre de choisir ou non ce que vous avez envie, finalement. Ouais, c'est ça. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui interfère dans ça, attention, warning. Ouais, Moi, c'est juste ça, voilà. clairement, si on vous indique une manière de penser, on vous dit, ah bah tiens, si tu pensais comme ça, peut-être que ça pourrait t'aider. Comme dit Thomas Warning. Plutôt, bah tiens, qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Pour moi, est déjà une meilleure question parce qu'on vient Mm. interroger ton propre schéma de pensée et la manière dont tu penses. Donc c'est la question peut à peu près similaire, mais pas tournée tout à fait de la même manière. Et donc c'est vrai que dans la manière dont c'est tourné, c'est important de faire attention à ça. Mm. Bah, il y a la première manière qui est pour moi de la déduction, potentiellement du coach ou du conseil, et une autre où c'est une question ouverte. Donc en Hmm. fait, et pourtant, tout, enfin, je sais pas toi, mais la plupart des clients, oui, je veux du conseil, je viens de voir ce que je veux du conseil, je veux du conseil. Ah non, ah, t'es mal tombé justement. Alors c'est très déstabilisant pour les clients, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le coaching égale conseil, hein, pour beaucoup, beaucoup, hein. C'est vrai que c'est. Donc effectivement, s'il n'y a pas de conseil, c'est déstabilisant, mais vous savez que vous tombez sur un coach qui vous aidera, en tout cas, à trouver vos ressources et aller vers ce que vous souhaitez, quoi, clairement. Hmm. Clairement. Il peut y avoir des partages, mais c'est un tout petit bout de la séance. Voilà. Hmm. Et puis après, quand on partage quelque chose ou si la personne veut vraiment un conseil, on peut dire, écoute, je fais pas ça, je peux le faire, je peux te donner un conseil, mais après je te questionnerai, voir comment ce que tu penses de ce que je te dis. Mm, Que tu puisses avoir ton esprit critique sur le conseil ou la pensée, le partage qu'on peut faire. Moi je sais que ça m'arrive, mais c'est toujours, tiens, qu'est-ce que t'en penses de ce que je viens de partager? Comment ça résonne avec toi? mm, Comment ça te parle? Et si ça te parle pas, bah finalement c'est que c'est pas adapté. Donc c'est bien, ça ouvre la possibilité à un autre questionnement, à une autre direction. Donc c'est vraiment mm. important de réfléchir à ça. Ouais, complètement. Et ben nickel, je te remercie Thomas pour ce bel épisode. Ben, je t'en prie, Stéphane. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Donc, il n'y avait pas trop de spoil ça sur le film. Je pense qu'on a été plutôt Oui, sérieux. Je trouve que ça va. Il y a des petits. C'est plus on un a, teaser, je trouve, qu'un spoil. oui, je trouve qu'on n'a pas spoilé et pourtant c'était pas facile puisqu'il y avait certains éléments où on aurait pu spoiler pour apporter plus de contexte. Mais c'est chouette je suis content qu'on ait réussi à pas le faire. Ouais, ouais, ouais. C'est un très chouette épisode. Et puis, dans tous les cas, bah, n'hésitez pas à nous mettre. Alors, idéalement, soit d'un commentaire sur YouTube, sur Spotify, ça c'est plutôt des marqueurs avec des étoiles. Donc, ça nous permet aussi de voir potentiellement bah, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Et puis, nous, on adapte avec Stéphane.
En tout cas, on a hâte d'avoir vos retours, plutôt en commentaire sur YouTube ou directement vous nous envoyez un message pour nous donner votre avis. Nous, ça nous fait toujours plaisir et puis ça nous permet de calibrer finalement le podcast en fonction de ce que vous souhaitez. Tout à fait d'accord, ça permet de calibrer. Et si vous êtes au contraire pas du tout d'accord et que vous avez des opinions diamétralement différentes de ce qu'on a partagé dans le podcast, envoyez-nous un message sur LinkedIn à Thomas ou à moi. Et on sera ravis de faire un épisode avec vous justement pour venir débattre et échanger sur les idées. Et au contraire, enfin, on trouvera ça très très constructif. Ouais, complètement. Avec Thomas, on vous prépare des belles interviews pour la suite, parce qu'on a remarqué que c'était le format qui vous plaisait le plus, le format interview. Donc on est en train de voir les personnes qu'on peut inviter. Sans trop vous spoiler, je sais déjà qu'il y a une personne qui est dans l'accompagnement du bien-être et sexothérapeute qui va venir faire un épisode avec nous. Donc ce sera certainement fin février, début mars. On a besoin de trouver une date tous ensemble, mais voilà. Donc déjà une des prochaines interviews, ce sera celle-ci. Donc un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Donc on espère que ça pourra vous apporter un maximum de valeur en tout cas. Mm. Je vais dire de plaisir. Et de Ça y est, plaisir hein. aussi, effectivement. Yes, merci beaucoup Thomas, belle journée à toi. Eh ben merci Stéphane, à bientôt. À À bientôt, très ciao vite. ciao. Ciao.